Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur le podcast Randonnée Zen. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la préparation pour faire le Camino Frances. Pourquoi? Eh bien, parce que je pars en fin de semaine pour faire le Camino Frances de Saint-Jean-de-Pied-de-Port en France à Saint-Jacques-de-Compostelle et éventuellement, j'aimerais même arriver jusqu'à Finistère, mais on verra comment ça ira jusqu'à Saint-Jacques déjà. Mais donc voilà, je suis super contente. C'est un objectif que j'avais depuis plusieurs années déjà et ben là, je me suis dit, c'est le bon moment, j'y vais. Donc voilà, je pars le 6 mai, je vais commencer à marcher le 8 mai. Bon, petits problèmes d'avion et tout qui ont annulé les vols. Mais bon, ce n'est pas grave. Et je compte revenir en Italie, où j'habite du coup, le 18 juin. Donc, 40 jours à peu près de marche. Et voilà, donc je me suis dit, comme c'est le chemin de pèlerinage le plus emprunté, le plus populaire en Europe, je me suis dit que, peut-être certains d'entre vous voudraient le faire aussi ou sont déjà en train de planifier de le faire. Donc, je vais partager avec vous un peu comment moi, je me suis préparée pour le Camino Frances et comment je me prépare en fait pour n'importe quel pèlerinage, parce que ce sera mon 3e. J'ai déjà fait la Via di Francesco du nord et du sud, donc un pèlerinage qu'il y a en Italie que je conseille vivement, il est magnifique. Mais donc voilà, ce sera mon 3e pèlerinage à proprement parler. J'avais fait aussi un tronçon de la Via di Narica, mais là en autonomie et tout, donc c'était un petit peu différent d'un pèlerinage, disons, où là je vais être, le soir, je vais dormir dans les structures d'hospitalité pour les pèlerins et tout, alors que, par exemple, la Via di Narica, j'avais ma tante et tout, donc c'était une autre chose. Mais donc, voilà, ce sera mon 3e pèlerinage, disons, fait à la manière du pèlerin dans les structures pour les pèlerins. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet voilà, quelles sont les étapes que moi je suis à chaque fois quand je prévois ce genre de voyage, de randonnée. Donc, le premier élément important, évidemment, c'est de choisir son point de départ. Surtout pour des pèlerinages qui sont très longs. Ce sera par contre mon premier pèlerinage sur plusieurs semaines. Les autres fois que j'avais fait, c'était sur une semaine, maximum 10 jours. Donc, ce sera la première fois que je pars pour autant de semaines. Donc, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut absolument faire 800 km ou plus pour faire un pèlerinage ou pour faire le Camino Frances. On peut seulement faire même une centaine de kilomètres si on n'a pas le temps. Mais donc voilà, il faut choisir son point de départ justement selon le temps dont vous avez à disposition. Donc si vous n'avez qu'une semaine, justement faire une semaine, on peut faire quand même plus que 100 km. Selon sa condition physique et tout. Mais donc voilà, le temps que vous avez à votre disposition pour faire le pèlerinage et évidemment votre condition physique et le nombre de kilomètres et de dénivelé que vous pouvez voulez faire par jour sont, je dirais, les 3 facteurs principaux pour déterminer quel sera votre point de départ. Donc, comme je disais, si vous avez une semaine à votre disposition et que vous voulez marcher entre gros guillemets que 20 km par jour, c'est pour moi une distance parfaite pour des pèlerinages quand on veut aussi, c'est aussi une vacance, on
on veut marcher et tout, mais pas non plus se détruire. Personnellement, je trouve que 20 km, évidemment selon le dénivelé, mais comme moyenne, 20 km par jour, c'est top pour aussi s'amuser, avoir un petit peu de temps pour visiter le soir, pas être trop fatigué. Eh bien, par exemple, si ça, c'est le temps que vous avez et votre condition physique et le nombre de kilomètres que vous voulez faire par jour, eh bien, vous pouvez faire 150 km, par exemple, et donc là, de Saint-Jacques-de-Compostelle, calculer 150 km, quelle est la ville la plus près de là, où vous pourriez débuter votre Camino Francés. Et comme je disais, c'est la même chose pour n'importe quel pèlerinage que vous voulez faire. C'est, disons, la méthode la plus simple pour déterminer quel sera votre point de départ. Par contre, il y a aussi d'autres critères à prendre en compte quand on choisit son point de départ, mis à part le temps à votre disposition, votre condition physique et le nombre de kilomètres et le dénivelé que vous voulez faire par jour. Vous devez aussi considérer, bien sûr, votre budget. Si vous avez un petit budget, bien sûr, plus vous partez longtemps, plus le budget augmentera. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Aussi, ce qui va influencer beaucoup votre budget, c'est le type d'hospitalité que vous allez choisir. Donc, est-ce que vous allez faire dans les structures pour pèlerins, donc les albergues qu'on appelle, certains sont à donativo, donc on donne ce qu'on peut, ce qui ne veut pas dire qu'on ne donne rien, mais on donne à hauteur de ses moyens. Par contre, il y a aussi les albergues comunales ou les albergues privés, et là, les prix sont un petit peu plus élevés, donc voilà, si vous choisissez ce type d'hospitalité, il y a l'avantage de ne pas devoir apporter tout le matériel pour dormir en bivouac, mais bien sûr, ça pèse plus lourd dans le budget. Si vous voulez par contre dormir en tente, donc pour économiser sur l'hospitalité, l'hébergement, eh bien sûr, ça va diminuer votre budget. Par contre, ça risque d'augmenter la difficulté, entre guillemets, du camino, parce que plus on a de poids, plus c'est difficile de faire beaucoup de kilomètres et c'est plus fatigant. Donc voilà, chaque chose a bien sûr ses avantages et ses désavantages, mais ça va être aussi à prendre en considération quand vous allez choisir votre point de départ. Si vous avez un gros sac à dos, vous n'avez pas encore fait souvent de marche sur plusieurs jours avec un sac à dos lourd, eh bien c'est mieux de sous-estimer le nombre de kilomètres que vous pouvez faire par jour au lieu de le surestimer. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu comment vous pouvez déterminer votre vitesse de marche et le nombre de kilomètres que vous pouvez faire, vous pouvez écouter l'épisode numéro 7 du podcast qui est justement à ce propos, donc pour vous aider à déterminer combien de kilomètres par jour vous allez pouvoir faire. Ça, bien sûr, c'est toujours quand vous avez un temps très restreint et tout. Moi, par contre, au début, j'avais décidé de ne pas réserver de vol de retour pour pouvoir être vraiment libre de faire le chemin lentement et tout, à mon rythme. Par contre, avec la guerre en Ukraine, les prix qui augmentent et tout, j'ai décidé au final de réserver mon vol. Donc, par contre, j'ai gardé des jours extra au cas où quelque chose arrive ou que je marche plus lentement que ce que j'ai prévu ou si je me blesse, etc., etc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand vous choisissez votre point de départ. Plus vous partez longtemps, plus vous allez avoir besoin de jours de repos aussi. Donc c'est à considérer dans votre itinéraire. Ensuite, bien sûr, la période à laquelle vous allez décider de partir peut influencer le point de départ. Par exemple, partir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port en hiver, il faut savoir que la route haute, disons, qui permet de traverser les Pyrénées du côté et arriver du côté espagnol, elle est fermée l'hiver. Donc, il faut faire la route basse. Mais si vous voulez carrément éviter de traverser quand même les montagnes en hiver où il peut y avoir de la neige et tout, eh bien, vous pouvez décider de partir, par exemple, de Pamplona, qui est la première grosse ville, disons, tout de suite après l'arrivée en Espagne. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut prendre en considération quand on choisit son point de départ.
Finalement, aussi, je pense que c'est important de prendre en compte vos préférences personnelles quand vous déterminez quelle section, par exemple, si vous ne pouvez pas faire le Camino complet en une fois, quelle section vous allez faire. Et, vous pouvez décider de choisir votre point de départ selon, par exemple, les villes que vous allez trouver, s'il y a certaines villes que vous voudriez plus visiter que d'autres, ou des endroits particuliers, peut-être pas nécessairement des villes, mais des endroits particuliers sur le Camino. Est-ce que, par exemple, vous préférez les sections plus naturelles, plus culturelles, plus tranquilles ou plus achalandées? Ça aussi, ça peut influencer votre choix de point de départ pour le Camino Frances ou pour, comme je dis depuis le début, n'importe quel pèlerinage. Donc, voilà. Un peu, selon moi, les critères à prendre en considération quand vous devez déterminer votre itinéraire et où partir et où arriver pour le Camino Frances. Bien sûr, vous pouvez aussi faire le Camino Frances. Beaucoup de personnes le font en 2 étapes, par exemple. Donc, ils font la première moitié de Saint-Jean-de-Pied-de-Port à, je ne me rappelle plus exactement où, mais plus ou moins au milieu de l'itinéraire. Et ensuite, du milieu de l'itinéraire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Si vous n'avez pas un mois pour toute la faire, en 2 semaines, vous pouvez faire 2 semaines une première partie et l'année suivante ou quelques mois plus tard, la deuxième partie. Donc ça, c'est aussi une option pour votre itinéraire. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment choisir. Donc c'est évidemment le point... la première chose à faire parce que après, tout va découler de ça. Donc, une fois que vous avez choisi votre point de départ, eh bien, vous pouvez planifier votre départ pour le Camino Frances. Donc, ayant déjà fait d'autres pèlerinages et tout, le premier, on n'avait rien réservé. Le deuxième, on avait tout réservé parce qu'on était avec les sœurs de mon copain et c'était leur premier pèlerinage. Donc, elles étaient un peu plus safe, non? Et elles se sentaient un peu plus en sécurité de savoir que on avait les auberges réservées et tout. Donc, si vous partez, bien sûr, genre pour 1 semaine ou 2, ça peut être, entre guillemets, plus intéressant de réserver parce que vous savez que vous avez des journées fixes pour arriver. Donc, plus ou moins, vous allez devoir arriver à tel endroit pour pouvoir respecter votre itinéraire. Donc, vous pouvez choisir de réserver tous vos hébergements et tout à l'avance. Par contre, si je peux vous donner un conseil comme ça, c'est de ne pas réserver parce que vous allez vraiment plus profiter de l'expérience du Camino comme ça. Donc, voilà, ça c'est un peu mon avis, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, si vous voulez faire l'entièreté du Camino Frances sur 800 km, là, réservé à l'avance, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce que on sait jamais ce qui peut arriver et tout, donc ça va juste être plus compliqué de devoir genre tout déréserver et tout, donc voilà, je pense que l'expérience du Camino aussi, c'est de peu lâcher prise, voir ce que la vie nous amène, ce qui vient, ce qui est mis sur notre chemin et voilà, donc je ne planifierai pas trop à l'avance le Camino en soi, sauf si, comme je disais, vous êtes très très restreint par le temps. Par contre, bien sûr, il y a certaines choses à planifier avant de partir, hein. Et donc c'est ce dont je veux vous parler là en ce moment, vraiment comment planifier en amont avant de partir sur le Camino Frances. Donc, vous avez choisi votre point de départ et votre point d'arrivée, normalement, à l'étape 1. Donc, là, il faut aussi déterminer comment arriver et partir du Camino. Donc, est-ce que vous allez arriver par avion, par train, en autobus, en auto, des trucs comme ça. Donc, voilà, voir un peu comment vous allez arriver et selon le cas, eh bien, réserver vos billets en avance, surtout pour l'avion. Ça peut valoir la peine de réserver à l'avance. Ensuite, si vous n'êtes pas européenne, vérifiez bien sûr les conditions d'entrée en Europe. Si vous êtes par exemple du Québec, vous avez le droit d'être dans l'espace Schengen 3 mois sans problème. Mais bon, si vous êtes d'ailleurs, il faut bien vous renseigner sur les conditions pour rentrer. Et bien sûr, maintenant, en période Covid, il faut bien se renseigner sur les règles pour rentrer dans le pays où vous avez décidé de commencer votre Camino Frances pour être sûr de bien pouvoir entrer sur le territoire et ne pas avoir de problème.
Vive le Covid! Voilà. Ensuite, aussi un peu lié au Covid et tout, je vous conseille de vous prendre une assurance voyage, surtout pour le côté maladie et tout. On va quand même marcher pendant plusieurs jours d'affilée, donc on n'est pas à l'abri d'une blessure ou de quelque chose. Donc, je pense que c'est quand même important d'avoir une assurance. Si vous êtes européenne et que vous avez la carte européenne de santé, je sais pas trop c'est quoi le nom en français honnêtement, mais voilà, la carte européenne là de voyage qui vaut partout dans l'Europe, déjà vous êtes assuré pour ça, donc ça vaut peut-être pas la peine de prendre en plus une assurance voyage, mais bon, si vous voulez assurer aussi pour les vols, genre les vols d'avion, les annulations et tout, et ou les vols, genre littéralement de vous faire voler en Espagne par exemple, pour assurer vos objets, ça vous pouvez aussi prendre ça en compte quand vous allez prendre votre assurance. Ensuite, un point très très important, c'est de se procurer la credenziale. Je l'ai dit en italien, mais en espagnol c'est credencial, qui est en fait le passeport du pèlerin qui permet d'avoir accès aux structures et aux services réservés aux pèlerins, dont par exemple le menu peregrino dans les restaurants, qui est un menu à un prix plus bas, disons avantageux pour les pèlerins dans les différents restaurants le long du Camino Frances. Donc ça, c'est important d'avoir sa credenciale. On peut généralement se la procurer dans les grandes villes qui sont sur le Camino. Si vous partez de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, vous pouvez vous la procurer là-bas. J'imagine, j'ai pas vérifié honnêtement, mais je pense que oui, genre à Pamplona, Burgos et tout, dans les autres grandes villes le long du Camino, si vous partez dans une d'elles, je suis assez certaine que vous allez pouvoir trouver un endroit où vous procurez la credenciale. C'est aussi possible, par contre, si vous êtes sûr de l'avoir avant de partir, de la commander. Vous pouvez la commander dans différentes associations de pèlerins qui se trouvent à travers le monde. Je vais vous mettre le lien dans l'article qui va être sur le blog, et je vais aussi le mettre dans la description de l'épisode, et aussi sur le site des postes espagnols. Là aussi, je vais vous mettre le lien, donc vous pouvez la commander et la recevoir à la maison avant de partir. Bien sûr, vous devez la commander avec un peu d'avance pour être sûr de l'avoir. Donc ça, c'est à faire. Et finalement, informez-vous sur les forfaits de téléphone en Espagne pour pouvoir appeler et avoir accès à des données cellulaires sur le Camino, ce qui est toujours utile. Là encore, si vous êtes en Europe, peut-être qu'avec votre forfait, vous avez le roaming et que donc ce que votre offre vous permet de faire dans les autres pays d'Europe, ça vous convient. Si vous venez par exemple du Québec, alors c'est sûr, ça va vous coûter beaucoup moins cher d'acheter une SIM en Espagne pour le temps de votre voyage. Donc, vous pouvez faire des petites recherches là-dessus avant de partir. Troisième étape, pour préparer votre Camino, c'est de choisir le matériel à apporter. Une partie que j'adore personnellement énormément, parce que ça me met déjà dans le bain du voyage. Bon, bien sûr, planifier l'arrivée et tout aussi, mais bon, c'est un peu moins cool, je trouve, en tout cas personnellement, par rapport à choisir son matériel. Donc, le matériel à apporter, déjà, comme j'ai dit dans plusieurs épisodes ici, là, c'est que pour moi, le matériel ne doit pas vous empêcher de faire de la randonnée. Il faut bien sûr adapter ses choix de randonnée selon le matériel qu'on possède. On ne peut pas aller sur l'Himalaya faire certaines choses sans certains matériels un peu plus technique, bien sûr. Mais le Camino Frances n'est pas du tout technique, donc on n'a pas besoin d'avoir du matériel là, genre supersonique, ni rien. Comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit souvent, le plus important, c'est les chaussures, ça oui. Vous allez quand même marcher plusieurs kilomètres. Si vous faites dans l'entièreté le Camino, ce sont 800 kilomètres. Donc, il faut des bonnes chaussures dans lesquelles on est confortable, qu'on a déjà cassées avant de débuter le pèlerinage. Ça, c'est hyper important. On les casse avant de commencer. Donc ça, c'est vraiment l'élément super important. Et je dirais, dans ce cas-ci, le sac à dos, quand même, avoir un bon sac à dos qui nous va bien et dans lequel on est, qui est confortable, parce qu'on va quand même l'avoir sur le dos 7-8 heures par jour. Donc c'est assez important aussi d'avoir un bon sac à dos. Mais là encore, vous n'allez pas transporter, sauf si vous partez en tente, vous n'allez pas transporter beaucoup de kilos. Donc même un sac genre à la Décathlon peut très bien faire l'affaire tant que vous l'avez essayé et que vous le trouvez confortable.
D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour choisir vos chaussures et votre sac à dos, vous pouvez écouter les épisodes 4 et 6 dans lesquels je vous donne tous les trucs, toutes les astuces pour choisir vos chaussures et votre sac à dos. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. Ensuite, donc comme je disais, ça c'est vraiment de base, hein, les chaussures et le sac à dos, ça c'est un must. Mais si vous dormez dans les structures pour les pèlerins, donc les albergues par exemple, ou les B&B ou les hôtels, hein, vous pouvez même faire le Camino Frances en dormant dans des hôtels si vous voulez, vous n'aurez pas vraiment besoin de beaucoup d'autres matériels. Vous allez seulement avoir besoin d'un kit de vêtements pour marcher, un kit de vêtements pour dormir. Honnêtement, pas besoin de plus que ça parce que vous allez laver vos vêtements tous les soirs et ils vont être... bien sûr, on choisit des vêtements quand même dans des tissus techniques, hein, soit des tissus synthétiques ou des tissus naturels comme la laine mérino, mais ce sont des vêtements qui sèchent rapidement. Donc, généralement, sauf si vous allez peut-être en hiver, où là, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile à les faire sécher. Mais dans les autres saisons, pas besoin d'avoir des milliers de rechanges de vêtements parce que voilà, vous n'êtes pas là pour faire un fashion show et voilà quoi. Donc, pas besoin de s'encombrer de plus de vêtements parce qu'on se rappelle que chaque gramme qu'on porte, c'est des grammes en plus quoi. Donc, faut bien faire attention pour pas partir trop chargé. D'ailleurs, là encore, si vous voulez des trucs sur comment choisir des vêtements de randonnée et tout, il y a l'épisode 2 où je vous donne des conseils pour choisir vos vêtements de randonnée et aussi sans vous ruiner. Donc, si vous n'avez pas un gros budget, pas besoin de dépenser énormément sur les vêtements. Hein. Sérieusement, vous trouvez des vêtements de randonnée maximum au total là 50-70 € pour tous les vêtements quoi. Donc, pas besoin de se ruiner pour ça. Ensuite, bien sûr, des rechanges de sous-vêtements. Là encore, hein, pas plus que 2 ou 3 paires de bas, 2 ou 3... petites culottes et genre 2 soutiens-gorge, pas besoin de plus que ça. Comme je vous disais, vous allez laver tous les jours vos vêtements de toute façon, donc c'est pas nécessaire d'avoir plus que ça. C'est bien d'avoir une paire de sandales / tongs pour le soir parce que les albergues demandent d'enlever les chaussures avant de rentrer, donc c'est bien d'avoir une paire pour le soir aussi pour faire respirer les pieds et pour prendre la douche parce que honnêtement, je ne mettrai pas pieds nus dans les douches des dortoirs des albergues parce qu'ils passent par là des centaines de personnes et tout, qui marchent toute la journée dans des chaussures qui transpirent et tout, donc voilà, des sandales ou des flip-flops là qui peuvent aller dans la douche, ça c'est hyper important. Ensuite, une polaire, parce que même en été, ça peut être frisquet le soir. Une veste imperméable ou un poncho. Le poncho a des points pour le style, hein, quand même. Un chapeau, parce que, faut vraiment pas négliger le soleil quand on marche plusieurs heures par jour. Un sac de couchage léger ou un sac à viande, dans le sens ou un sac à viande. Si vous allez en plein été, probablement qu'un sac à viande peut être suffisant si vous n'avez pas trop froid la nuit. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous êtes frileuse, même l'été, un sac de couchage léger, hein, donc on parle du 15 à 20 degrés de température pour le sac de couchage, c'est une bonne idée de l'apporter pour ne pas avoir froid. Apparemment, il y a des couvertures là dans les albergues, mais là encore, j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse et tout, et je peux vous dire, les couvertures ne sont pas lavées très souvent, et donc moi, je préfère toujours avoir un sac à viande avec moi ou mon propre sac de couchage, parce qu'on sait jamais ce qui se trouve dans ces couvertures-là. Et ensuite, une serviette en microfibre pour vous laver, parce que, il faut bien vous sécher. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a d'autres choses à apporter et tout, mais ça, c'est un peu les gros éléments, là, qu'il faut avoir. Je pense qu'éventuellement, je vais vous partager ma liste des choses que moi, j'ai apportées. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir. Je vous partagerai la liste. Et d'ailleurs, je vais faire cette semaine...
Oui, attendez, parce que là, j'enregistre cet épisode et après, je vais faire des lives, donc je suis un peu mêlée. Mais je vais faire aussi une live session sur Instagram où je vais vous montrer les vêtements, vraiment, pas juste les vêtements, mais tout le matériel que j'apporte. Donc, je mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez vraiment voir tout ce que j'apporte et tout, et pourquoi. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai ça aussi en description. Évidemment, par contre, j'ai pas parlé là si vous voulez faire le Camino en tente, mais bien sûr, si vous voulez faire le Camino en tente, et ben là, il faudra rajouter pas mal d'équipements, dont une tente, un matelas de sol, un sac de couchage, un réchaud, une popote et autres choses qui servent quand on part en bivouac. Donc voilà, si vous voulez partir en bivouac, c'est aussi, vous devez aussi considérer que vous allez apporter tous ces autres éléments. Finalement, la dernière étape pour se préparer pour le Camino Frances, c'est l'entraînement. Donc, l'entraînement, c'est pas obligatoire, mais moi, je le conseille fortement pour éviter d'avoir des problèmes physiques, surtout lors des premiers jours sur le Camino. Et voilà, aussi pour vérifier votre condition physique et que votre équipement soit adéquat. Donc l'entraînement, je pense que surtout si vous partez marcher pour plus qu'une semaine, ça peut être... mais même si vous partez juste une semaine, sur une semaine, les 3-4 premiers jours sont les plus durs. Donc si vous n'êtes pas entraîné et tout, votre vacances... elle va être un peu soufferte, quoi. Donc, je pense que l'entraînement, c'est une bonne chose. Bien sûr, si vous êtes déjà actif dans votre vie quotidienne, que vous faites du sport régulièrement et tout, ce n'est pas nécessaire de faire beaucoup plus. On n'est pas là à se faire un méga programme d'entraînement, là, genre avec... très rigide et tout. Je pense que si vous êtes déjà actif dans la vie quotidienne, la seule chose, c'est que vous pouvez ajouter des randonnées... avec votre sac à dos chargé, donc ajoutez ces randonnées-là dans votre routine actuelle pour vous habituer à marcher avec du poids, faire un peu de dénivelé pour vous entraîner, mais voilà, pas vraiment plus que ça. Moi d'ailleurs, je vais faire un épisode sur comment s'entraîner pour faire un pèlerinage ou un entraînement ou une longue randonnée, mais dans les prochaines semaines, donc si ça vous intéresse, ce sera plus détaillé. Mais voilà, c'est pas nécessaire de faire une méga préparation là, comme si on voulait faire genre un marathon ou des trucs comme ça. Par contre, si vous êtes plutôt sédentaire, alors là oui, je pense que le s'entraîner, c'est assez important et je vous conseille même de commencer à vous entraîner environ 3 mois avant votre départ pour bien habituer votre corps et que, pas lui causer un choc, quoi. de tout à coup vous mettre à être super actif et tout. Vous allez probablement avoir plus de risques de vous blesser et de moins profiter de votre expérience, en fait, parce que c'est ça aussi le problème avec les douleurs physiques et tout, c'est que ça va être moins agréable et vous allez peut-être avoir une moins bonne expérience que si vous étiez entraîner à l'avance. Donc, comme je vous ai dit, déjà, bien sûr, entraînez-vous à marcher régulièrement avec votre matériel, donc vos chaussures et votre sac à dos chargé. Et ça, même en semaine, ça n'a pas besoin... je sais que c'est pas toujours possible d'aller faire des méga randonnées et tout, mais vous pouvez même aller juste marcher une demi-heure, 1 heure, quelques fois par semaine avec votre sac à dos, déjà pour vous habituer. Ensuite, vous ajoutez peut-être des randonnées la fin de semaine et tout pour entraîner votre corps à marcher plusieurs heures d'affilée avec votre sac à dos chargé. Et voilà. Et là encore, si possible, ça pour tout le monde, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de faire des randonnées plusieurs jours de suite, car c'est ça la difficulté principale sur le Camino Frances ou sur n'importe quel pèlerinage ou trek, c'est le fait de marcher tous les jours avec la fatigue qui s'accumule et tout. Donc, c'est ça qui est difficile pour le corps. Donc, par exemple, si vous pouvez faire une randonnée le samedi et une autre le dimanche avec votre sac et tout, ça, c'est génial parce que vous allez vous allez entraîner votre corps à marcher plusieurs jours de suite comme ça. Et si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter quelques entraînements musculaires et des entraînements d'endurance cardio aussi dans votre routine d'entraînement. Donc, comme je vous disais, si vous êtes déjà actif, que vous faites déjà ces choses-là, continuez comme ça. Si vous êtes sédentaire, vous pouvez ajouter une séance, par exemple, d'entraînement musculaire, 1 ou 2 séances d'entraînement musculaire et 1 ou 2 séances d'entraînement d'endurance cardio dans la semaine pour, justement, pour vous mettre en forme et vous préparer au Camino. Et quand je parle de cardio durant la semaine, oui, courir, disons que c'est la
la plus commune, mais vous pouvez aussi faire du vélo, aller nager. Si c'est l'hiver, par exemple, faire du ski de fond, des choses comme ça. C'est pas obligé d'aller courir si vous n'aimez pas courir, quoi. Donc, même la danse, genre du Zumba, des trucs comme ça, c'est génial pour le cardio et c'est le fun. Donc, il faut vraiment... L'entraînement, ça doit être aussi une partie de plaisir. C'est vous dire, je suis déjà en train de commencer mon voyage, en fait. Donc, faut pas que ce soit une contrainte, mais il faut vraiment que vous le voyez comme un plaisir et comme, je me mets déjà dans le bain de ce que ça va être mon expérience sur le Camino. Donc voilà les 4 étapes pour moi qui sont essentielles pour se préparer pour le Camino Frances ou n'importe quel pèlerinage. Par contre, comme vous avez pu voir, hein, c'est pas des... Le Camino Frances ou même les autres pèlerinages en général, surtout en Europe, il n'y a pas vraiment besoin d'une énorme préparation, ni de matériel très technique ou d'une forme physique genre hors du commun, parce que c'est des itinéraires qui sont très accessibles. Il y a beaucoup de structures. En Europe, on n'est jamais à genre plus que 7-8 km du prochain village avec de la nourriture, de l'eau, des transports si on a besoin de partir, des choses comme ça, des services. Donc, c'est pas quelque chose qui nécessite énormément de préparation. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui partent à l'arrache, hein, donc tout dépend aussi de comment vous voulez le faire. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui nécessite énormément de préparation, des connaissances hyper techniques et tout. Donc, je pense que c'est vraiment... si c'est un de vos objectifs de faire ce genre de pèlerinage, honnêtement, foncez. Allez-y, parce que c'est vraiment des expériences incroyables qui vont vraiment vous laisser... vont vraiment vous changer et vous laisser quelque chose. Par rapport, en tout cas, mon opinion très personnelle, hein, par rapport à un voyage, disons, normal, entre guillemets, un pèlerinage, le fait de marcher plusieurs jours, c'est beaucoup plus introspectif. C'est aussi un défi, on se dépasse, on apprend à mieux se connaître. Donc, c'est vraiment une expérience riche qui ne laisse personne indifférent, honnêtement. Donc, voilà, moi, je vous dis go, si vous voulez le faire, faites-le. Parce que c'est vraiment une super expérience. Donc voilà, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser un avis sur le podcast. C'est une façon de promouvoir le podcast qui est gratuite et qui fait super plaisir. Donc... voilà. Et sinon, je vous laisse sur la citation de la semaine, une citation de Confucius que je trouvais très juste pour le fait de partir faire un camino, et c'est donc celle-ci. On a 2 vies. La seconde commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. Donc voilà, si vous voulez faire un camino, allez-y. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.